Bonjour à tous. Et si le combat n'était pas seulement une affaire de coups et de victoires? Et si derrière chaque kata, chaque esquive, se cachait une philosophie? Pourquoi s'entraîne-t-on à frapper? Pour mieux apprendre à ne pas le faire? Les arts martiaux, ce sont des gestes, mais aussi des histoires, une discipline du corps et de l'esprit. Sont-ils un sport, une voie, un outil éducatif, une mémoire? Aujourd'hui, ensemble, on va explorer cela et avec toutes les pratiques qui vont nous dire certainement de nous-mêmes, de notre société. Voilà, c'est quoi finalement les sports de combat, les arts martiaux? Bienvenue dans Webs TV, la Web TV numéro 4, Sport Live. Alors, ce Sport Live, cette émission est consacrée, comme vous l'avez pu l'entendre, au sport de combat, aux arts martiaux. Enfin, on va trouver des définitions. Et on a des invités vraiment, vous allez voir, de prestige et de renom. Tout d'abord, je vais remercier fortement Emmanuel Ledoyen. Alors, si vous ne connaissez pas Emmanuel Ledoyen, vous allez voir les causeries, et n'hésitez pas à aller voir les causeries de l'Université numérique de La Réunion. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eric. Alors, vous êtes infirmier libéral, mais vous êtes surtout spécialiste d'aïkido, c'est ça? Oui, je suis enseignant d'aïkido. J'ai fait un peu de sport de combat aussi auparavant. Et en tout cas, moi, c'est une très belle opportunité de pouvoir travailler avec l'Université numérique de La Réunion et faire découvrir justement la richesse des sports de combat et des arts martiaux et surtout la possibilité de voir tous les acteurs qu'on a à l'échelle locale. On a aussi l'honneur, grâce à vous aussi, de pouvoir inviter en visio sur notre plateau le docteur Kassem Zougari. Alors, bonjour Kassem. Bonjour. Alors, vous êtes bonjour. Ouais, bonjour, vous êtes docteur en langue et civilisation japonaise. Et notamment, vous êtes spécialiste des arts martiaux anciens, mais je sais que vous n'aimez pas trop ça. Et vous allez nous le dire tout à l'heure, effectivement, plutôt l'art de la guerre, etc. C'est un petit peu ça? Oui, disons qu'en fait, quand on s'intéresse à ce qu'on appelle aujourd'hui les arts martiaux et depuis le début du XXe siècle, il faut s'intéresser aux faits guerriers, aux faits militaires. Et donc, on est obligé de travailler sur les bushi, donc les samouraïs, et tous les modes de fonctionnement, les paramètres. C'est pas simplement que de donner des coups de poing, des coups de pied ou utiliser un sabre. Ça va beaucoup plus loin. Merci beaucoup. Et puis, sur le plateau, on a aussi le grand honneur de recevoir Guy-Michel Quintin, qui ne connaît pas la famille Quintin dans le judo. Alors, vous êtes ancien prof d'éducation physique et sportive, mais surtout ancien président de la Ligue de judo de La Réunion et un grand pratiquant, puisque vous êtes 7e dan. Bonjour et grand merci, Guy-Michel. Bonjour, et puis je vous remercie de m'avoir invité pour participer à ce débat. Merci. Oui, c'est vrai qu'on va avoir un débat assez riche, et notamment, on a aussi sur ce plateau Germain Chabot. Bonjour Germain. Bonjour Eric. Alors vous êtes aussi enseignant d'aïkido, mais aussi rédacteur en chef du magazine Dragon Mag, c'est ça? Tout à fait. Voilà, alors on a fait le petit tour sur le plateau et on vous a préparé un petit motion design justement. C'est quoi les arts martiaux? Parce que c'est quand même une vaste question. C'est parti. Les arts martiaux, on les connaît surtout pour les coups de pied impressionnants, les cris stridents et les films des années 70. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Ce sont des pratiques vieilles comme le monde qui ont traversé les âges et les continents et qui ont même influencé nos sociétés. Allez, on rembobine. Tout commence en Inde, il y a plus de 3000 ans, avec le Kalaripayat, un art martial mélangeant acrobatie, armes et méditation. Déjà, à l'époque, on reliait sport, esprit et culture dans cette discipline complète, enracinée dans la spiritualité hindoue et bouddhiste. Puis, direction la Chine. Vers l'an 500 après Jésus-Christ, Bodhidharma, un moine venu d'Inde, aurait enseigné des postures et techniques de combat à des moines méditant au temple Shaolin. De cette rencontre serait né le Kung Fu Shaolin, dans le but de leur permettre de se défendre face aux agressions répétées. Au 8e siècle, au Japon, commence à émerger une classe guerrière, appelée les bushi. Cette classe s'organise progressivement et donne naissance, vers le 10e siècle, au samouraï, un mot qui signifie « celui qui sert ». Ce sont alors des professionnels de la guerre qui pratiquent ce qu'on appelle les koryons, des arts guerriers anciens. Du 15e au 19e siècle, en Afrique, les arts martiaux s'expriment à travers la danse et le rythme, se transmettant de village en village à travers différents pays.
La capoeira, née au Brésil, comme le moringue pratiqué à La Réunion, sont un héritage des esclaves africains qui dissimulaient la lutte dans leur danse pour résister à l'oppression. En Europe, l'époque médiévale permet l'essor de l'escrime et le combat à l'épée. Moins spirituelles, ces techniques sont pourtant tout aussi codifiées. L'art de la guerre devient alors une forme d'éducation, souvent réservée aux soldats et aux nobles, la meilleure illustration étant les Templiers. Mais c'est au XXe siècle que les arts martiaux explosent dans le monde entier grâce au cinéma et notamment à travers les films de Bruce Lee et Jackie Chan. L'évolution de la société a entraîné une transformation des pratiques. C'est ainsi que sont nées des disciplines comme le judo, l'aïkido ou encore le karaté. Certaines d'entre elles sont encore représentées aux Jeux Olympiques et permettent le développement de ces pratiques en Europe et à travers le monde. Aujourd'hui, les arts martiaux ne sont plus seulement des techniques de combat, ce sont des outils d'éducation et de paix intérieure. Car au-delà des coups, ces disciplines nous rappellent une chose essentielle. Le plus grand combat se mène souvent contre soi-même. Grand merci Nawar Productions pour ce petit motion design. Alors Emmanuel le doyen, on va partir tout de suite sur une question assez vaste et je sais qu'on va essayer de resserrer le débat, mais est-ce que les arts martiaux en fait sont porteurs finalement de mémoire et d'identité? Alors, les arts martiaux sont en général porteurs de mémoire porteurs de mémoire parce qu'en fait, simplement, ça découle d'une transmission. Donc, c'est des choses qu'on peut remonter à bien plus en amont. Mais je crois que cette question sera plus, Dr Kassem Zoughari sera plus légitime de répondre à cette question. Et en même temps, je voudrais lui poser une question parce qu'on a vu la possibilité avec sport de combat et arts martiaux dans les images. Est-ce qu'il fait une différence entre les deux ou est-ce que c'est la même chose pour lui? Qu'il nous éclaire un peu là-dessus. On vous pose la question, Monsieur Kassem Zoughari. Merci. Alors d'abord encore merci de m'avoir invité et c'est un honneur d'être avec vous. Alors sport de combat, arts martiaux. Alors tout d'abord, ce sont des termes français. Donc des termes français pour traduire des termes qui viennent d'un autre continent à un autre pays. Donc c'est toujours assez difficile. Par exemple en japonais, le terme arts martiaux aujourd'hui viendrait de l'anglais, on dirait martial arts en katakana. Et ça ne traduit pas vraiment le terme de bujutsu, budo, eiro, donc des termes qui existent au Japon. Par exemple, pour le terme eiro, on l'utilise déjà au 7e siècle, Yulianshin, que l'on traduit un peu vulgairement par stratégie, alors que c'est bien plus complexe ça. Ensuite, sport de combat, avec le mot sport, qui vient du mot anglais de sport, qui veut dire prendre plaisir, faire quelque chose, une sorte d'activité. Là encore, ça ne répond pas vraiment à la réalité historique. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas au Japon des gens qui prenaient plaisir à faire ce qu'on appelle du chikara kurabe, c'est-à-dire des épreuves de montrer sa puissance. D'ailleurs, c'était le terme utilisé pour le sumo au tout début, chikara kurabe, donc littéralement la comparaison de puissance, la comparaison de force. Je pense qu'il faut bien séparer les choses d'un point de vue historique. Il y a donc des guerriers qui ont donc une position sociale et en tant que guerriers, ils guerroient, ils portent des armures, ils vont à la chasse, ils s'entraînent, ils pratiquent des techniques de combat et puis pour certains qui ont l'accès et qui ont les connaissances, lisent les textes, les traités de stratégie militaire et essayent de les appliquer. Parmi eux, certains vont aller plus loin et vont pousser la pratique et l'étude encore plus loin. Est-ce qu'ils s'entraînent de manière sportive? Très difficile, puisque ce sont des techniques qui sont faites pour être utilisées sur le champ de bataille, donc il est question de milliers de morts. Peu à peu, bien entendu, avec l'évolution de l'histoire, les changements politiques, on va arriver à une période où il y aura de moins en moins de guerres, donc la période d'Edo, et notamment le milieu de la période d'Edo, où là, à ce moment-là, on va rentrer plus dans une forme plus ou moins sportif, mais il n'y a pas de règle. Ça reste quand même encore assez dangereux. Il y a encore assez. Mais les blessures sont encore contrôlées. On n'a pas beaucoup d'écrits qui parlent de blessures. Les duels, il y en a très peu, puisqu'ils sont aussi extrêmement contrôlés par le Bakufu des Tokugawa. On a bien sûr quelques rixes ici et là, quelques incidents qui se passent et qui sont notoires, bien connus historiquement, où là il est question bien entendu de mort d'homme, donc utilisation de sabre, de lance, ou de dislocation d'os, dislocation de muscles ou d'os brisés. Mais l'idée sportive, c'est quelque chose qui va vraiment arriver vers la fin d'Edo. On va voir les arts martiaux sous un autre angle, à un moment où ils deviennent un peu plus désuets. Et le terme arts martiaux en lui-même, c'est la traduction de bugé,
Donc Bugei qui se traduit en japonais par donc les arts gays militaires. Et cette traduction a été faite dans le magazine Life après la Seconde Guerre mondiale, très belle, et on a traduit ça par martial, donc faire référence au dieu de la guerre grec Mars, ce qui n'a aucun rapport, parce que bon, le dieu de la guerre au Japon, vous avez Hachiman, vous avez différentes divinités qui sont priées par les guerriers avant d'aller sur le champ de bataille ou quoi que ce soit, mais donc voilà. Il y a une différence, ça c'est nécessaire. Je vais vous couper un petit peu, effectivement. C'est vrai que vous êtes vraiment un puits de science sur le côté historique. On est un petit peu pris par le temps. Et, effectivement, merci beaucoup. Et on rappelle aussi que vous avez écrit un petit ouvrage aussi qui s'appelle Budo Sho, et que vous avez fait aussi votre thèse sur le sujet. Moi, je voudrais revenir aussi poser la question à Guy Michel, à Guintin, puisque là, on a parlé effectivement d'art guerrier, etc., d'arts martiaux et aussi de pratique sportive. Votre avis là-dessus, sur ce côté justement identitaire, historique, est-ce que il y a un approfondissement vraiment du judo, par exemple, là, à La Réunion ou au niveau national? Alors, au niveau de la pratique sportive, vous savez que la pratique sportive est en train de prendre le pas sur la voie, c'est-à-dire sur le dos. C'est-à-dire que au départ, on était en train de rechercher, au travers de la pratique d'un art martial tel qu'il a été importé, une recherche de vérité. Bon, la vérité, vous savez qu'on ne l'atteint pas, mais c'était quand même une pratique qui était souvent répétée pour atteindre une construction de l'individu. Et là, maintenant, nous sommes rentrés dans un système qui est que moi je considère purement commercial, qui rentre dans le système, allez, on va employer les mots, dans le système capitaliste, qui veut que on arrive effectivement à des résultats qui sont faramineux. Riner, c'est faramineux, mais on s'aperçoit que c'est vraiment de la production de résultats avant d'être une éthique. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on est une logique très très sportive. On l'a vu avec les Jeux Olympiques, mais bon, ça fait regarder énormément de monde. Vous, Germain Chameau, vous avez un magazine et vous pratiquez l'aïkido. Votre regard aussi par rapport à ça. On a parlé du judo, effectivement, on a parlé vraiment le côté antique, japonais, guerrier. Votre avis? En tant que pratiquant d'aïkido, je vais me trouver à mi-chemin entre le docteur Zugari, qui est sur des arts classiques, traditionnels, avec des documents historiques qui peuvent attester des techniques, et entre monsieur Quintin, qui est sur le judo, qui est une pratique qui a été modernisée. L'aïkido est moderne aussi. On date, selon les sources, une structuration de la pratique à partir de 1942 et l'usage du nom Aïkido. Mais nous n'avons pas de compétition en Aïkido, contrairement au judo. Mais nous n'avons pas non plus des sources historiques comme les écoles que peut pratiquer le docteur Zugari. Donc on est dans une sorte d'entre-deux qui nous oblige à la fois à regarder ce qui se faisait par le passé et aussi à regarder ce qui se fait actuellement avec des pratiques compétitives, comme le judo, mais aussi par exemple le MMA, parce qu'on en parlera certainement. Votre avis, docteur Kassem Zugari, sur ce point de vue sportif, justement, et ce qu'a évoqué Guy Michel Quintin? Il faut savoir, alors d'abord, le côté capitaliste existait déjà durant la période d'Edo. Le fait d'acheter des grades, de vouloir des grades, d'avoir une position, c'est quelque chose d'assez humain. De vouloir se montrer, de vouloir se présenter. Et c'est ce qui va se passer aussi après avec ce qu'on appelle les démonstrations martiales qui vont exister vers la fin de la période d'Edo. Donc c'est quelque chose, c'est un mal nécessaire parce que c'est ce qui permet de voir qui fait quoi. Il ne faut pas oublier que ce soit un sport de combat, que ce soit de la compétition, que ce soit même quelque chose de moderne sans compétition, il y a une volonté de résultat. Et malheureusement, à force de trop regarder les résultats, on en oublie la personne en face, les efforts fournis et pourquoi. Donc, il faut toujours regarder sur le long terme. Et encore au jour d'aujourd'hui, regarder tout ce qui est en relation avec la santé mentale, la santé physique. Qu'est-ce qu'on donne comme exemple? Donc, il y a aussi cette idée de voie. Oui, bien entendu, si on doit appeler ça une voie ou tout simplement une éthique de la pratique, il n'y a aucun problème à cela. Je pense que trouver l'équilibre, c'est la chose la plus difficile pour l'être humain.
Et c'est encore une fois une question de pratique et de pouvoir élargir ses connaissances pour être plus utile au genre humain en général. Oui, c'est vrai que vous annoncez un petit peu la partie suivante. On va parler de développement personnel, d'aspect mental, etc. Une petite réaction juste avant d'envoyer un petit reportage, Emmanuel. Oui, c'est vrai que faut savoir que là, on intervient énormément. Monsieur Chameau est pratiquant d'aïkido, Monsieur Quintin est pratiquant de judo, et Dr Kassem Zougari est pratiquant et connaisseur des arts martiaux classiques. C'est vrai que là, on parle énormément d'arts martiaux japonais, mais c'est vrai qu'il existe différents arts martiaux, ils sont nés à différents endroits dans le monde. Et ils n'ont pas forcément suivi un cheminement, l'un a commencé par l'autre, mais aussi à partir du moment où l'homme a eu besoin d'une structure pour commencer à se défendre, et après par la suite une structure pour consolider un peu plus que se défendre, voire une voie humaine, peut-être que justement ces arts martiaux sont venus là, sauf qu'avant, sur d'autres pays, on n'a peut-être pas des documents historiques qui l'attestent. La différence avec le Japon, c'est qu'on a beaucoup de documents historiques. La différence est là. Justement, on va parler de diversité, d'acculturation, de côté combat, puisqu'on va avoir des regards croisés avec Natacha Rendrante en karaté, David Testan en moringue. Je vous propose de regarder ce petit reportage et d'interview. Voilà. Bonjour, Natacha Henri Rendrante, professeure de karaté Kyokushinkai à l'association de Qingdao. J'ai fait plusieurs fois championne de la Réunion, sélectionnée pour le championnat de France. Actuellement, je suis 6e dan de karaté Kyokushinkai. Je suis diplômée en DES GEPS et je suis également directrice de la Ligue de karaté Réunion. Effectivement, les arts martiaux anciens, enracinés dans les philosophies culturelles, ont transmis des techniques et des valeurs qui influencent encore la pratique moderne, comme la discipline, le respect, la maîtrise de soi. Les techniques de combat et les stratégies des arts martiaux ont évolué au fil des années, intégrant des éléments de diverses cultures et styles, ce qui justement a enrichi les pratiques modernes et les a rendues beaucoup plus accessibles et surtout variées. Les arts martiaux anciens jouent un rôle essentiel, préserver la culture, l'histoire, en transmettant des savoirs et des traditions qui renforcent l'identité des pratiquants. Ils ne se limitent pas à des techniques de combat, bien entendu, mais sont également des vecteurs de valeurs et de culture qui influencent ainsi les arts martiaux modernes. Écoutez, l'appétence des pratiquants peut être justifiée par plusieurs facteurs. Premier facteur, la pratique sportive, qui offre des bénéfices physiques indéniables, tels que l'amélioration de la condition physique, de la coordination, de la souplesse. Deuxième facteur, on a la compétition, qui permet de se mesurer et de se confronter aux autres, de développer la concentration, la détermination, le respect, le dépassement de soi, bien entendu, de renforcer surtout sa motivation personnelle. Et puis on a le troisième facteur, l'autodéfense. Beaucoup de pratiquants recherchent de la sécurité et de la confiance, sachant qu'ils possèdent quelques techniques pour se défendre en cas de besoin. Et sur le plan philosophique, les arts martiaux sont souvent perçus comme un chemin de développement personnel, favorisant la discipline, la concentration et la maîtrise de soi. La tradition martiale permet de se connecter à un héritage culturel riche, d'apprendre des valeurs telles que le respect, l'humilité et de faire partie d'une communauté partageant des idéaux similaires. Vous savez, l'engouement pour les arts martiaux est multifacette, alliant bien-être physique, développement personnel et une appartenance à une tradition ou à une identité. Comme vous avez pu le constater, c'était uniquement au karaté avec Natacha Rendrante. Merci beaucoup pour cette interview. J'aimerais rebondir aussi avec vous, Guy-Michel Quintin, puisque vous avez enseigné quand même le judo pendant de longues années à La Réunion et vous avez été président de la Ligue. Donc justement, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de transmission culturelle ici sur l'île de La Réunion au judo? Qu'est-ce que vous en pensez de la pratique? C'est un prétexte? Non, transmission culturelle, elle existe. Elle existe pas autour du code moral qui est enseigné et qui a très bien été précisé là
par Madame Rembrandt. Et effectivement, cette notion de transmission culturelle existe. Et les valeurs qui sont enseignées et qui sont issues du Bushido, hein, c'est-à-dire des valeurs aussi importantes que le respect, par exemple. Moi, je mets le respect, le courage, l'amitié, enfin, certaines valeurs de ce type-là, font qu'effectivement, il y a une transmission culturelle qui est importante. Ensuite, ce qu'elle devient au fur et à mesure, elle dépend effectivement du milieu dans lequel elle évolue. Nous sommes une société qui est en mouvance, qui est ouverte grâce à Internet et tout ça, à plein d'apports extérieurs. Et ce que j'appellerais la base, ce sur quoi nous sommes construits, s'effiloche au fur et à mesure que le temps évolue. C'est-à-dire qu'il y a des approches qui sont totalement différentes et des approches qui font fi de ce genre de principes de base, et principes de base auxquels nous tenons énormément. Vous pouvez venir à n'importe quelle manifestation de judo, vous apercevrez que le respect du code moral est inscrit avant et après chaque compétition. Oui, c'est vrai qu'on voit effectivement avant, il y a tout un cérémonial, une sorte de protocole vraiment institué avant, après, du respect. Je voulais en venir à ça, monsieur docteur Kassem Zougaoui, par rapport au reportage et par rapport aux questions que j'évoquais, justement, de cette transmission culturelle. Votre avis? Alors, il y a des choses sur lesquelles il faut faire très attention. Donc, tout ce qui est l'étiquette cérémoniale qu'on appelle en japonais le reigi, c'est quelque chose qui a été mis en place pour contrôler les guerriers et pour mettre un peu les guerriers à part. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très belliqueux pour la plupart. Il y avait pas mal de rixes, il y avait aussi pas mal de problèmes. On tuait, on coupait les têtes sans... Par exemple, il y avait quelque chose qu'on appelle le kinigomen sute. Si un paysan passait devant un samouraï qui trouvait qu'il avait manqué de respect, on lui coupait la tête sans problème. Donc, tout ce qui est histoire de respect, code moral, valeur chez les guerriers, c'est quelque chose qui est créé à la fin de la période d'Edo, et ça n'existait pas. Le guerrier, lui, le principe, c'est la survie. Et ça, c'est l'histoire. Hein. Il faut bien remettre les choses à leur place. Quand les arts martiaux vont commencer à être utilisés, ça va commencer sous Kano pour l'éducation physique, puisque Kano était un éducateur hors pair et c'est ce qui l'intéressait le plus. Là, on va rentrer dans... il est important, et d'abord, il faut comprendre qu'il fallait donc éduquer une nouvelle élite pour ce nouveau gouvernement japonais, ce nouveau pays qui était en train de se créer pendant la période Meiji. Avant ça, bien entendu, il y avait donc les valeurs confucéennes qui étaient enseignées profondément. Mais il faut bien mettre les choses à leur place. Dans les arts martiaux classiques, la valeur, le respect, c'est celui qui est le plus fort. Oui. C'est celui qui est le plus efficace. Bien après, avec donc l'idée de vouloir garder la paix, donc utiliser les arts martiaux comme vecteur de valeur ou pour l'éducation, ça s'est fait très naturellement, notamment par le sport. Oui, il faut voir, c'est vrai qu'il y a une subtilité, on va laisser réagir justement. Emmanuel, je vous voyais, hein, vous souhaitiez réagir par rapport à ça. Oui. Alors, moi, j'ai une petite question, parce que c'est vrai qu'un terme, on entend souvent, on parle de Bushido, et on parle d'un livre, et là, vous parlez d'une éthique qui n'existait pas forcément avant l'époque Edo. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu là-dessus, docteur Zougaoui? Déjà, bon, comme beaucoup, j'ai lu le Bushido avant de faire des études japonaises, et je l'ai lu d'abord en français, donc en plus qui était une traduction anglaise. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bushido, donc qui vient du livre Hagakure, hein, qui est donc l'original du texte, a été donc traduit donc par Inazo Nitobe, hein, donc qui a à peu près le même parcours que Kano Jigoro, c'est-à-dire que c'est un intellectuel qui a fait de très bonnes études universitaires jusqu'à un doctorat et qui était protestant. Donc quand il a traduit le texte original, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Et c'est un texte qui parle un peu des guerriers, mais d'une manière assez imagée. Tous les guerriers n'étaient pas comme ceci. Donc, en voulant appuyer sur le côté éducation, respect, d'ailleurs le livre a fait un carton hein, quand il a été publié, il était utilisé aux États-Unis, la plupart des membres du Congrès en avaient une copie, et
quand on le lit, on dit c'est ça, c'est beau, c'est ça, c'est les guerriers. C'est un peu différent. Mais il a bien entendu influencé une grande partie de l'opinion occidentale, jusqu'à encore aujourd'hui, sous forme de clichés. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est contraire à la réalité historique. Merci beaucoup. En tout cas, on apprend beaucoup. Effectivement, on avait cette image, hein, cette représentation hein, justement du respect. Effectivement, on hérite aussi. Il y a un héritage historique, culturel. Germain, donc, moi, je voulais poser une petite question par rapport justement à l'aïkido. Est-ce que vous faites est-ce qu'il y a un lien? Parce qu'on voit souvent le côté un peu spirituel, discipline mentale, pratique physique. Justement de cet héritage un peu dans l'aïkido, parce que je crois qu'il n'y a pas forcément ce côté d'aller dans un combat un peu comme on peut avoir en judo, par exemple, l'aïkido. Ça peut dépendre des styles d'aïkido. Oui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs écoles, parce que comme il n'y a pas de compétition, il n'y a pas nécessité de fédérer pour organiser des compétitions. Et du coup, chaque maître va développer une pratique qui va mettre l'accent qui sur les frappes, qui sur les projections ou l'usage des armes. Il y a un point que je trouve intéressant en écoutant les différents intervenants, c'est qu'à l'époque où on avait des guerriers, la notion de valeur pouvait passer au second plan parce que ce qui comptait, comme le disait Dr Zougari, c'était la survie. À l'époque actuelle où on a des compétiteurs, comme par exemple en judo, M. Quintin semblait déplorer le fait qu'on passe dans un rapport plus mercantile à la pratique et du coup qu'il y ait une perte de valeur. Et du coup, entre les deux, il y a tous les pratiquants qui ne sont pas professionnels parce qu'ils ne sont pas guerriers et qui ne sont pas professionnels parce qu'ils ne sont pas compétiteurs. Et ces pratiquants-là représentent l'essentiel de la masse en fait, des pratiquants d'arts martiaux. Finalement, il y a quelques compétiteurs qui nous font rêver et puis le reste sont des enfants ou des gens normaux, entre guillemets. Et ces personnes-là, paradoxalement, ce sont peut-être eux qui viennent plus en quête de valeur, de recherche de soi, de connaissance de soi, de respect, prospérité mutuelle, toutes ces belles valeurs du judo. Il y a une sorte de paradoxe, parce que quelque part, ce qui nous fait rêver, ce sont les champions, ce sont les guerriers, mais peut-être que les personnes qui vont incarner ces valeurs de la manière la plus sincère, ce seront des pratiquants pour qui il n'y a pas d'autre enjeu. Et on retourne sur la question initiale, qui était la question différence entre le sport de combat et l'art martial. Dans la notion de sport, donc traduction d'un vieux mot français, traduction d'un mot anglais à partir du français, il y a la notion de loisir en fait. Et du coup, pour beaucoup de pratiquants à l'heure actuelle, la pratique n'est pas essentielle pour vivre. Et du coup, on peut mettre autre chose que ce qu'il y avait originellement dedans. C'est vrai que le sport peut être une injonction aussi pour certains pratiquants, puisqu'on voit le sport comme uniquement de la compétition, alors que peut-être qu'il y a une pratique physique. Justement, je voudrais avoir votre réaction par rapport aux propos de Germain ou du docteur Kassem Zougaoui, par rapport à ce qu'on a évoqué, justement cet aspect justement de la pratique un peu spirituelle ou voire guerrier. Oui, mais pour essayer de revenir un peu sur ce qu'on a dit, je revoyais un peu les objectifs de Kano. Les objectifs de Kano étaient très simples. Le premier objectif, c'était la notion de plaisir. Alors il ne faut pas oublier, on est en 1882, même si ça a duré jusqu'à 1938, la notion de plaisir était l'objectif numéro 1. Le deuxième objectif, c'était la notion de maîtrise. Une notion de maîtrise, et la notion de self-défense qui a été citée tout à l'heure rentrait en dernier lieu. Et bien entendu, la construction des valeurs morales. Construction des valeurs morales qui rentrait en deuxième position et la maîtrise en troisième position. Donc vous savez, il y avait des objectifs qui étaient déjà définis à la pratique du judo, et moi j'ai toujours considéré la pratique du judo, et je crois que les judokas considèrent la pratique du judo comme un lieu d'éducation. Un lieu d'éducation avant toute chose. Après que se greffe la compétition pour s'affirmer, c'est naturel. Mais on se coupe à l'ère Meiji totalement des anciens, quoi, des guerriers, de l'affinité Bujutsu. On est vraiment dans le... Enfin, moi, je le vois comme un vecteur éducatif. Ouais, c'est très intéressant, en tout cas, d'avoir ces filtres de perception différents. Vous vouliez réagir, Germain? Oui, je me rends compte que je n'ai pas totalement répondu à votre question par rapport à l'aspect spirituel. Parce qu'on présente souvent l'aïkido comme l'art martial spirituel japonais par excellence. Alors, si on replace un petit peu ça dans un contexte historique, le fondateur de l'aïkido n'était pas un enfant de cœur.
Et il y a eu une célèbre interview pendant laquelle on a demandé à son fils, donc qui a continué son travail, à partir de quel moment votre père est devenu pacifiste. Et quand on lui a traduit la question, le fils du fondateur a explosé de rire, quoi. Son père n'a jamais été pacifiste. Par contre, c'était un grand mystique, on parle du shintoïsme, qui avait aussi sa propre vision du shintoïsme, donc c'était un courant spécifique. Et on peut imaginer un homme donc, qui est né à la fin du 19e siècle et qui est mort en 1969. À la fin de sa vie, il n'avait probablement pas envie de dire à ses élèves « tapez-vous dessus, c'est bien ». Quand il arrive à un certain âge, on a tendance à s'orienter vers d'autres formes de travail. Et c'est beaucoup ça qui est resté, donc avec une pratique très éthérée. Et du coup, souvent, la recherche d'un certain nombre de pratiquants d'aïkido est plus de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler du spirituel. Mais encore faudra-t-il définir qu'est-ce que c'est. Oui. Est-ce qu'on parle de choses éthérées? Parce que Maître Yoshiba, le fondateur de l'aïkido, témoignage qui atteste qu'il voyait une lumière blanche avant qu'une attaque lui arrive dessus. Est-ce qu'on cherche ça? Donc des capacités de l'esprit qui peuvent sembler surnaturelles, paranormales. Auquel cas, est-ce qu'une pratique de tatami en groupe, c'est vraiment là qu'il faut aller pour développer ça? Ou est-ce qu'on parle de spirituel au sens de capacité de l'esprit, donc capacité de vigilance, d'attention à son environnement, etc., qui, au final, pour un homme du XXIe siècle, sont peut-être un petit peu plus utiles et directement exploitables dans son quotidien. Vous vouliez compléter un petit peu, Emmanuel, peut-être, parce que vous êtes tous les deux pratiquants d'aïkido. Donc, Oui, mais je vais laisser Jamin développer un peu plus sur l'aïkido. Par contre, moi j'ai une question pour le Dr Kassem Zougari, justement par rapport au propos parce qu'on va terminer la séquence, justement, ça sera la dernière question de cette séquence. Est-ce qu'il est arrivé, puisqu'il parlait du fondateur de l'aïkido, Mori Yoshiba, qui était justement on va dire un combattant, et puis après, sur la fin de sa vie, il disait, il cherchait quelque chose de plus, à transmettre quelque chose de plus doux, on va dire. Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire du Japon, comme ça, des guerriers qui, pendant toute leur vie, ont pratiqué des arts violents, et après, juste à la fin, justement, sur la transmission, ils l'adoucissaient, ou sinon pendant tout le long. Comment ça se passait à cette époque-là, ce genre de transmission? La question que j'ai pour vous. Alors, dans l'histoire, on a des faits. Donc, la plupart des fondateurs de Ryu, qui ne sont pas des écoles, Ryu ne signifie pas l'école, mais de courant de pensée, vont, en général, c'est vers l'âge de 60 ans, entre 50 et 60 ans, que le Ryu est fondé. Et quand on regarde le parcours initiatique, donc il y a bien entendu des moments extrêmement difficiles. On parle donc de champs de bataille, on parle de tuerie, de trahison. Et arrivé à un certain âge, donc au moment où ils vont fonder leur Ryu, ils se posent, ils arrêtent d'une certaine manière la pratique violente et entrent entre parenthèses dans une obédience, qu'elle soit donc bouddhisme ésotérique ou bouddhisme zen, qui leur sont propres. Il faut savoir que la plupart des techniques de combat ont été développées dans des temples et des monastères. Donc le pont avec la spiritualité existe, mais ce pont-là va se définir bien plus tard en fonction du caractère et de la foi de chacun des guerriers, en fonction aussi de leur parcours. Certains n'auront pas cette chance-là, mais c'était aussi quelque chose d'assez commun chez les guerriers de se ranger des armes, entre parenthèses, et entrer en religion. Ça donnait à une culture spirituelle pour expier ou pour prier sur les âmes des corps qui ont été donc sauvagement assassinés, tués lors des rixes. Donc ça existait. Donc par contre, si on regarde pour Jigoro Kano, il n'y a pas ce principe-là. On le voit plus pour Ueshiba. Pourquoi? Parce que Ueshiba était un peu plus dans les écoles classiques, mais il avait aussi ce côté très 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 attiré, comme nous l'a bien dit Germain Chameau, qu'il était très attiré par le côté mystique. Et donc, il a pratiqué toute forme de mysticisme, donc il n'était pas très fin intellectuellement. C'est pour ça qu'il était souvent, on va dire, un petit peu attiré par le côté pouvoirs spéciaux, etc., comme beaucoup de guerriers d'ailleurs, qui allaient dans le côté mystique, puisqu'on pensait que les techniques étaient enseignées par soit des tengu, soit par une inspiration qui venait d'une divinité dans le temple dans lequel on pratiquait. Donc c'était quelque chose qui était très ancré dans la pratique.
hein. Il y avait à la fois le côté très brut de la réalité du combat, et il fallait quelque chose pour, entre parenthèses, apaiser le cœur, parce que à cette époque-là, même si on ne parle pas de tout ce qui est PTSD aujourd'hui pour les soldats qui reviennent du front, les guerriers avaient ce genre de problème. Donc, il fallait trouver quelque chose pour pouvoir apaiser l'intérieur. Et donc, l'idée d'une spiritualité, l'idée d'une méditation, l'idée de la cérémonie du thé, tout ça qui est aussi pour réguler, apprendre aux guerriers à se contrôler, à se maîtriser, ce qui va être très cher à Jigoro Kano par la suite, hein, c'est la recherche de la maîtrise. Il faut du temps, beaucoup de temps. Ouais. Hein. Et justement, le temps nous est compté. On est dans cette première séquence. On va la clore et on va vous remercier énormément, Monsieur Kassem Zougari, parce que vous nous avez apporté énormément de connaissances. Je vous rappelle que vous êtes aussi chercheur. Vous avez fait votre thèse sur le sujet. On vous remercie énormément et on va justement nous passer à la seconde partie. Et vous avez très bien dit, on a parlé d'histoire, on a parlé effectivement même de spiritualité. On va aller sur le côté du développement personnel et c'est parti. Alors, sur cette deuxième partie, eh bien, regardez nos invités. On a conservé nos invités précédents. On a remercié le docteur Kassem Zougari. C'était vraiment intéressant, en tout cas. On va passer sur cette partie de développement personnel. Donc, je vous rappelle, avec Emmanuel Ledoyen, grand spécialiste d'aïkido, Germain Chameau, et Guy Michel Quintin. Et puis, on va aussi inviter bientôt une personne. Après, on va lancer d'abord un street science pour savoir ce que pensent en fait les gens justement éventuellement des arts martiaux et le développement personnel. C'est parti. Karaté, judo ou encore kung-fu, les arts martiaux sont bien plus qu'une simple pratique sportive. Leurs bienfaits pour le corps et l'esprit sont nombreux, bien que parfois méconnus. Je vous propose d'aller voir si les visiteurs du marché du Chaudron ce matin peuvent nous en citer quelques-uns. Est-ce que vous pratiquez ou avez pratiqué un art martial? J'ai pratiqué. Pas du tout, non. Personnellement, non. Du tout. J'ai pratiqué, oui. Avant, quand j'étais jeune. Pas du tout. J'ai pratiqué un art martial. Lequel et pourquoi? Le Krav Maga. C'est du self-défense, en fait. Voilà, ça permet d'acquérir quelques petites techniques en cas d'agression ou ce genre de choses. Du karaté, de la boxe, voilà. C'était pour me mettre à l'abri, me défendre. Boxe thaïlandaise et MMA. C'est un sport où on donne beaucoup de soi-même et on apprend à se connaître. Tout, le karaté, la boxe. Avant, il y avait beaucoup de violence, mais après, il fallait défendre. Est-ce que vous pensez que les gens qui pratiquent, ça affecte leur quotidien? Ouais, dans leur bien-être, je pense. Et le fait de se dépenser, faire du sport. M'y pense, oui. De par la pratique, de par le sport, de par ils mettent en forme et de par où lève bien, où les content, quoi. Je connais aussi des profs d'arts martiaux et qui sont jusqu'aujourd'hui en très bon état physique, mental. Ouais, physiquement, c'est un rythme à tenir, ouais. Est-ce que vous pensez que ça aide à gérer son stress? Ah oui, ça c'est à gérer son stress quand on est les nerfs aussi. Moi je suis un nerveux, moi. ça calme les nerfs, ça. M'y pense, parce qu'il travaille sur la respiration, donc m'y pense, oui. Énormément. Ouais, je connais beaucoup de personnes du coup qui en faisaient pour se défouler et évacuer un peu le stress de la journée. Ouais. Oui, je pense. Oui, avec la relaxation et tout, après, oui. Oui, tout à fait, oui. Comment? En maîtrisant son énergie et en connaissant un peu mieux son corps. Merci beaucoup pour ce petit street science et on accueille sur ce plateau avec nous pour parler de cette séquence justement de développement personnel Isabelle James. Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Vous êtes instructeur de Krav Maga, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, j'ai une petite question. Vous en pensez quoi de ces retours des personnes, de leur avis par rapport au développement personnel, d'énergie, de respiration, de stress? Je suis forcément d'accord, puisque pour mettre un petit peu dans le contexte, effectivement, j'interviens au sein d'une association qui est Manhattan Krav Maga et qui existe depuis plus d'une dizaine d'années et qui met en place des ateliers spécifiques pour les personnes victimes de violences. Et pour peut-être faire juste le lien avec ce que disait dans la séquence précédente,
C'est vrai que le Krav Maga donc, est plus jeune, hein, ça a émergé vraiment dans les années 1940. Vous aborderez probablement l'historique après, mais effectivement, c'était au départ dans un objectif de survie également. Aujourd'hui, c'est plutôt dans une pratique d'apprendre à se défendre face aux agressions du quotidien. Et en tout cas, tel qu'on le pratique, nous, au niveau du club et vis-à-vis des femmes essentiellement, hein, puisque c'est un public qui est majoritairement victime de faits de violence. C'est vraiment tout un travail à la fois évidemment sur un aspect sportif, puisqu'on travaille le cardio, etc. Mais ça a surtout l'avantage d'apprendre à reprendre confiance en soi. Donc au-delà du développement personnel, c'est le développement de la confiance en soi, sur sa capacité à réagir, sur sa capacité à permettre à son corps d'agir, de réagir et de protéger son intégrité physique. Ce qui permet de refaire le lien également entre le langage du corps et d'envoyer des messages à son esprit en disant « je ne peux ne pas rester victime » ou « je peux désormais prendre possession de toutes mes capacités et à me faire respecter ». Merci beaucoup. On sent dans le discours, effectivement, on parle de développement personnel qui, parfois, dans la sémantique, on peut aller très loin. En fait, là, on est vraiment sur le côté du corps, de l'esprit, la boucle sensorimotrice, etc., qui fonctionne très bien. On parle de stress, d'anxiété. Et c'est vrai que des femmes aussi peuvent, entre guillemets, se reconstruire là-dessus, reprendre confiance. Vous avez évoqué, on a reçu d'ailleurs Emmanuel Richard Douyeb, on a reçu aussi pas mal de personnes sur le Krav Maga. Votre avis, vous, justement, par rapport à ça, dans l'aïkido, est-ce qu'on a aussi cette lignée de développement personnel, entre guillemets, on va dire, d'un point de vue sémantique? Alors déjà, moi, je voudrais revenir sur le petit reportage juste avant. On voit bien que même si on travaille les sports de combat, les arts martiaux, on parle d'art guerrier, on parle de compétition, on parle de coups de poing, de coups de pied, de projection, ce qu'on veut, on parle de ce qu'on veut, que ça a quand même une bonne presse, une bonne image auprès de la population, parce qu'ils voient réellement le travail qu'il y a derrière, au-delà de l'image au premier abord, c'est-à-dire le travail de fond, comme M. Quintin disait en première partie, ce long chemin qu'il y a derrière pour emmener à un développement personnel. L'aïkido est souvent, comme disait Germain Chameau, l'aïkido est souvent connu pour, on va dire, une méthode ou une discipline qui emmène la personne à se développer vers une voie. Je pense que tout dépend de la personne, ce qu'elle vient rechercher. Voilà, comme dit, on vient pour une première raison dans une discipline, et puis après on y reste parce qu'on a trouvé autre chose. Mais il y a toujours une raison pour laquelle ça peut être. On peut venir pour une activité sociale, pour bouger, on peut venir pour un manque de confiance en soi, on peut venir pour aimer une culture, on peut venir parce que nos parents nous ont transmis cette discipline, pour une multitude de choses. Mais pourquoi on reste ? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi on y reste ? Parce que une fois qu'on a trouvé cette activité, une fois qu'on a construit quelque chose, pourquoi on continue de le faire ? Pourquoi comme M. Quintin, qui a une carrière en judo et qui continue de décennie en décennie, pourquoi il reste ? Moi, c'est ces questions-là qui emmènent et qui montrent le développement personnel. Je pense que ces objectifs, quand on était jeunes, et aujourd'hui, ne sont plus les mêmes. Oui, c'est vrai que... Pardon, oui, vous vouliez réagir. Oui, allez-y. J'avais envie de réagir justement sur cette question de sémantique. Effectivement, ça peut paraître important, mais en réalité, comme le dit Emmanuel, tout objet ou tout sport, tout art martial, tout dépend de la manière de comment on le pratique et qu'est-ce qu'on en fait. Ça peut devenir, effectivement, et le Krav Maga peut être aussi très destructeur parce que les moindres coups peuvent porter atteinte à la vie de quelqu'un, mais ça peut être aussi, et c'est ce que, en tout cas, moi, c'est mon credo et c'est le credo de l'association, et je remercie Jico Rocano aussi peut-être d'avoir développé ces valeurs-là, c'est de se dire, on a une arme dans nos mains, mais plutôt que de l'utiliser au détriment des autres, on va l'utiliser pour se protéger et en faire une discipline qui soit plutôt jolie et agréable à pratiquer et qui apporte des bienfaits plutôt que l'inverse. C'est vrai qu'on évoquait un peu en aparté tout à l'heure, un couteau peut être un outil pour couper des pommes ou pour effectivement avoir d'autres intentions. On parle de l'intention. L'intention aussi, on a aussi effectivement du lien social. En judo, Guy-Michel Quintin, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour gérer réguler un petit peu leurs émotions, gérer un petit stress il y en a qui viennent pour ça ou que du sport? Non, la notion... Déjà, au niveau du judo, il faut s'apercevoir que, l'ONU, alors je ne fais pas de pub pour le judo, mais l'ONU a déclaré que c'était le sport de base
Vous avez le droit. Effectivement, pour l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce que c'est entouré de valeurs, ça permet effectivement une éducation par la pratique sportive, et puis c'est suffisamment protecteur pour qu'il n'y ait pas trop d'accidents. Je mets ça en parenthèse. Donc déjà, l'éducation des enfants au travers d'une activité où le corps à corps est enseigné et où les positions motrices sont des positions qui sont à la fois debout et au sol, c'est assez globalisant. Et puis ensuite, il y a les gens qui y rentrent progressivement par la suite, mais parce qu'ils ont besoin d'une sérénité ou d'un plaisir ou de pratiquer. Maintenant, pourquoi on y reste? C'est la question que tu as bien voulu me poser. Eh bien, écoute, parce qu'il y a un chemin de vie. Il y a un chemin de vie. Il y a eu le compétiteur qui a eu besoin de la compétition pour s'affirmer, et il y a eu l'enseignant qui a eu besoin de transmettre, et maintenant il y a celui qui réfléchit au chemin qu'il a parcouru et à quoi ça a pu servir tout ça. Voilà, donc c'est tout un cheminement, et si j'y suis encore et si je pratique encore, c'est que je sais qu'il y a encore beaucoup de portes à ouvrir et que j'aurai certainement pas le temps de les ouvrir toutes. En tout cas, on sent la passion, et c'est pas une passion triste, hein, loin de là. Et effectivement, Germain aussi, dans votre pratique, hein, et dans le magazine, est-ce que vous évoquez cette thématique justement on est dans une année où on parle beaucoup de santé mentale, par exemple. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que ça vous interpelle, étant donné que vous l'avez toujours fait en fait dans votre pratique? Alors, ce sujet de santé mentale n'a pas encore été abordé. Par contre, on se pose continuellement la question de pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce qu'au bout d'un moment, passer les premières étapes d'apprentissage, ça peut être quand même assez abscon. Un art martial, il y a des gestes qui sont issus de générations avant nous. On ne comprend pas toujours leur origine. On voit que ça peut fonctionner, mais pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Donc il y a toujours une interrogation. Pour revenir sur les questions initiales et les différentes interventions, il est parfois difficile quand on pratique les arts martiaux de dire en quoi est-ce que quel est le plus de l'art martial par rapport à une pratique sportive. Parce que la pratique sportive, quelle qu'elle soit, elle a d'immenses vertus, qu'on parle de sport co, d'endurance, de force, ça c'est sûr. Donc en réfléchissant à ça, j'aurais deux visions qui pourraient donner envie à quelqu'un de faire un art martial. La première, c'est le rapport à l'autre, où on va toucher un corps, on est dans un contact direct. Pour ça, le judo est fantastique, parce qu'on a vraiment un rapport très très proche. Alors pour certaines personnes, ça peut être difficile. Justement. Mais tous les jours, on peut voir des témoignages d'enfants qui ont eu une enfance difficile, par exemple, qui se retrouvent à faire de la lutte ou du judo et retrouvent en fait quelque chose qui leur répond en face. Et ça leur permet de se restructurer. Et c'est un rapport un contre un. En tout cas au début. En aïkido, on a des fois contre plusieurs adversaires, mais c'est pour après. Et ce rapport un contre un, il peut être facilitant. Il y a quelques années, j'avais un ami qui faisait de l'escalade et qui m'avait partagé des chiffres du ministère. On avait demandé, alors je crois que c'était en métropole, pourquoi les gens ne faisaient pas de sport. Et la réponse numéro 1, c'était « je peux pas, j'ai le travail, la famille, tout ça ». Réponse numéro 2, mauvais souvenir d'une expérience passée en éducation physique et sportive à l'école. Désolé, monsieur Quintin. À détailler. Mais j'ai trouvé intéressant, et c'est là que l'art martial peut être intéressant, parce que le regard qu'on porte sur son corps quand on est dans un groupe avec 30 gamins du même âge, il n'est pas toujours facile. Et moi, je n'étais pas forcément un grand sportif quand j'étais à l'école, mais j'ai retrouvé beaucoup goût à ça par le biais de la pratique martiale, parce que quand j'étais juste avec une personne, c'était plus facile de gérer le regard de l'autre. Et deuxième point sur lequel je voudrais appuyer, c'est aussi sur l'usage du corps. En fait, ce qu'on fait, que ce soit en judo, en krav maga, en aïkido, il y a aussi plein d'autres disciplines qui malheureusement ne sont pas représentées, c'est compliqué de savoir quel est son pied droit, son pied gauche, d'avoir parfois des réflexes, une façon d'utiliser la gravité, etc. Et je suis certain qu'il y a plein de disciplines, je peux penser à l'haltérophilie, hein, quand il faut soulever plusieurs centaines de kilos au-dessus de sa tête, c'est compliqué. Et dans les arts martiaux, il y a quand même une grande variété de mouvements avec plein d'usages du corps très très différents. Un boxeur ne bouge pas comme un judoka ou un escrimeur. Et ça, c'est extrêmement riche. Et pour le cerveau, en fait, ça fait du bien. Notre cerveau est avant tout fait pour bouger. Et du coup, voilà, par rapport à cette question de gestion du stress, le fait d'utiliser les fonctions pour lesquelles on est conçu en tant qu'être humain, ça permet probablement d'ouvrir des portes. En tout cas, merci. C'est vrai que cette approche phénoménologique, hein, le cerveau est dans le corps aussi. Mais là, en fait, il y a une approche intéressante, puisque vous parliez d'aïkido, le rapport à l'autre, le corps. Mais Isabelle, parfois dans le Krav Maga, c'est aussi pour se défendre. Vous avez des femmes qui viennent aussi parce que
il y a aussi une certaine appréhension du côté extérieur, de pouvoir se défendre. Voilà. Alors, en effet, puisque le rapport à l'autre est très compliqué, puisqu'il y a eu des phénomènes extrêmement douloureux. Mais en même temps, et c'est pour ça que je dis que c'est un paradoxe, c'est-à-dire que cette discipline, et c'est l'objectif qu'on a à chaque fois, c'est de ne pas faire en sorte que ces personnes restent isolées, et le travail à nouveau dans le rapport au corps, avec son propre corps, de découvrir qu'il peut effectivement développer des manières de bouger, tout simplement. Mais on travaille à deux, donc on restaure la confiance forcément d'abord avec soi, mais dans le rapport à l'autre. Et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire qu'à la fois il y a une image très violente, très grave, voilà, très, très forte de la discipline, mais effectivement, quels que soient les arts martiaux, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est plutôt un travail intérieur d'abord qui se fait, pour pouvoir ensuite permettre l'ouverture à l'autre à l'extérieur. Et ce rapport au corps est effectivement est juste. Et pour certaines d'entre elles, bon, j'ai des images en tête, mais où entre elles déjà, elles n'arrivaient pas à s'approcher, et à la fin de l'année, elles se tiennent dans les bras. Enfin, et on arrive même à les faire boxer un peu, et certaines passent dans les cours mixtes. Et là, on se dit bon, bah, c'est déjà quelque chose de gagné. C'est vrai que là, on est vraiment sur le côté de l'altérité. On a gagné quand c'est comme ça. C'est-à-dire, on se construit aussi avec les autres, hein, pas forcément tout le temps contre. Rebondir aussi sur une petite question à Emmanuel, justement. Qu'est-ce qu'on peut ressentir en aïkido? Plutôt de la détente, plutôt de l'intensité, plutôt de la concentration? Est-ce qu'il y a des termes forts qui pourraient intégrer justement les postures qu'on peut avoir, puisqu'on parle de développement personnel, donc effectivement, sans rentrer dans les détails, bien évidemment. Alors, on en trouve ce qu'on veut bien donner. Déjà, la première chose, c'est ça. Comme a dit Germain Chameau tout à l'heure, je reviens sur une notion où, contrairement au judo, l'aïkido, il y a différentes écoles, donc il suit des préceptes différents selon ce que la personne a bien voulu mettre en avant. Donc, voilà. Donc, on ne va pas essentialiser. Par contre, on peut parler d'une grande ligne. La grande ligne, c'est tout simplement l'aïkido est censé être une discipline où on utilise la force de l'autre et pour en fait créer quelque chose, créer un mouvement, créer un vide. Donc voilà, c'est une discipline où on doit utiliser peu d'énergie. Suite à ça, en fait, est-ce que en travaillant moins fort, mais en utilisant mieux son corps, est-ce qu'on se détend? Normalement, oui. Normalement, oui, parce que en fait, tout simplement, quand on fait de la musculation, on pousse, ça crée un stress mécanique. Ce stress vient en fait tout simplement renforcer les muscles qui vont grossir. Ça fonctionne pareil. Après, bien sûr, on a une partie relaxation, ce qu'il faut. Mais là, vu qu'on normalement on ne devrait pas utiliser de muscles, donc pas utiliser de situation stressante, ou en tout cas monter graduellement dans la situation stressante, comme pour arriver avec Isabelle dans une situation qui peut arriver conflictuelle, où voir la personne passer d'une étape à l'autre. Donc oui, ça peut être un moyen. Ça peut être un moyen de se relâcher, ça peut être un moyen d'avoir une activité plus intense si le prof le décide. Ça peut être aussi un moyen de prendre conscience qu'on est là présent, parce qu'en fait, quand vous avez, au-delà d'un coup de poing ou d'un gant, quand vous avez une arme qui tombe sur vous, c'est-à-dire, c'est symbolique bien sûr, mais qu'on travaille avec un bâton, avec un bokken, avec un shinai, là, vous ne pouvez pas vous prendre forcément le coup, vous devez être présent, vous ne pouvez pas regarder ailleurs, penser ce que vous allez manger après, vous êtes présent là, à cet instant-là. Et c'est ce qu'on peut retrouver aussi en compétition judo, il faut être là actuellement, ou en Krav Maga, quand on utilise d'autres outils. C'est des moyens, tout ça, c'est des moyens, c'est tout simplement des moyens pédagogiques pour arriver, pour recentrer la personne sur elle-même. En tout cas, merci. Et je voulais poser justement la question à Guy Michel Quintin, un grand spécialiste du judo par rapport à cette pratique. Est-ce qu'on arrive justement à devenir un peu plus sage? Est-ce qu'on arrive à gérer finalement des pulsions, à conserver une certaine énergie? Alors, on n'a pas parlé avec le docteur Karim Zougari d'énergie, mais je pense qu'il y a aussi une histoire d'énergie un petit peu aussi à contenir. Oui, oui, absolument. Et plus on évolue dans la pratique et moins on utilise, c'est ce que vient de dire Emmanuel, moins on utilise sa force. On a compris les grands principes, on a compris la relation à l'autre, on a compris la notion de déplacement, on a compris la notion de temps, de rythme, et à partir de ce moment-là, on s'économise un maximum.
un compétiteur de mon âge, je ne fais plus de compétition et je suis contre la compétition des anciens. Bon, ça, c'est une position personnelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand je pratique, je n'utilise plus du tout ma force. D'ailleurs, j'en ai plus. Alors que quand je fus compétiteur, j'ai travaillé énormément en musculation. Pourquoi? Parce que c'était une manière de pallier le manque technique qui était mien. Et donc j'avais trouvé un biais, c'était la force. En évoluant, tout ça, on va à l'essentiel. Et le but du jeu, c'est d'acquérir l'essentiel, c'est-à-dire la compréhension. Et une fois qu'on a compris quels étaient les principes fondamentaux de la discipline, eh bien, on arrive effectivement à pratiquer sans engager d'énergie. Je suis susceptible de faire telle ou telle chose en économisant au maximum mon énergie. Telle est la finalité d'ailleurs du judo dans le cadre de Zeryoku Zenyu. Mais je suis sûr que ça se retrouve dans toutes les disciplines qui sont là et qui sont présentes, parce que depuis tout à l'heure j'écoute et nous sommes dans des convergences. Oui. Que dans des convergences. Et ça tombe bien, on va parler de convergence aussi, puisqu'on a fait un petit reportage justement sur diverses pratiques, un reportage sur diverses pratiques dans les sports de combat ou dans les arts martiaux. C'est comme vous le voulez, c'est parti. L'idée, en fait, c'est de ramener les pratiquants d'arts martiaux de Sainte-Suzanne et aussi les personnes qui m'ont toujours travaillé avec depuis X temps. Ouais, le but, c'est de faire découvrir au grand public et aussi aux personnes dans les clubs d'arts martiaux qui n'ont d'autres pratiques autour des autres aussi. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, tous les arts martiaux viennent de Shaolin. Shaolin, c'est un monastère. C'est religieux, c'est bouddhiste, donc il faut même les moines s'entraînent beaucoup physiquement et techniquement, mais ils ont aussi tout le côté spirituel et philosophique à respecter. Donc c'est le seul art martial où on travaille la simultanéité des coups, c'est-à-dire le blocage et la frappe se fait dans le même temps. C'est pas je bloque, je frappe ou j'esquive, je frappe, tout se fait dans le même temps. Donc gros travail sur la psychomotricité, donc sur l'harmonisation et la synchronisation des mouvements. Alors le taïdo, c'est essentiellement un art martial de défense. Voilà. Nous, on a une dominante de déplacement et puis surtout, on a une stratégie d'esquive et de déséquilibre de l'adversaire qui n'existe pas forcément chez tous les autres. Le Kwankido, c'est quoi? C'est un art martial sino-vietnamien, donc d'origine chinoise, avec des écoles Shaolin, les écoles de la menthe religieuse, basées sur les techniques animaux. Et aussi un style vietnamien avec donc la technique un peu pied-point, genou, coude, balayage, projection et aussi des armes traditionnelles. Donc Huangshan, école d'art chinois, ça va faire 12 ans qu'on existe, nous, donc depuis 2013. Ça va être surtout beaucoup d'échanges. On va pas être dans la bataille, nous, on va être plus sur le côté artistique. Voilà ma particularité, donc je suis issu des arts martiaux, mais aussi danseur. Donc je vais mettre tous ces taolu en musique pour faire des chorégraphies avec manipulation d'objets, que ce soit bâton, chaîne, nunchaku, et également portée et acrobatie. Le Krav Maga est une discipline de self-défense, donc israélienne. Donc les principes sont la simplicité, l'efficacité et les mouvements réflexes. Une personne avec une condition physique moyenne peut arriver à se défendre contre une personne qui a une condition physique supérieure. Le sambo, c'est l'abréviation de Samozachita Bezorudia, donc autodéfense sans armes. Ce sport, il est complet parce qu'on a effectivement donc des combats debout, des liaisons debout-sol et aussi beaucoup de sol. Le point crasse, c'est un sport mix, point-pied, ramène au sol. C'est un sport mix en fait. Jiseido veut dire se former par la pratique. En fait, c'est tout simplement rechercher un certain bien-être à travers la pratique. En ce moment, si vous voulez, à travers la vie de tous les jours, nous avons un stress. Nous avons un tas d'affaires que nous n'arrivons pas à libérer ces bons soucis que nous avons, soucis de la vie avec le tai chi. Et on a cette possibilité de faire évacuer ce stress-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ce principe qui était où il n'y a pas de contraintes, parce que je pense notamment en tant que femme, mais même en tant que personne lambda, on peut très facilement tomber sur quelqu'un de plus grand, plus fort, plus expérimenté que soi. Et eux, ils avaient vraiment cette idée de tu accueilles le coup et tu te sers un peu de ton adversaire, tu crées le vide. On va changer nos perceptions, notre façon de percevoir les choses. Ça va nous permettre dans notre vie de tous les jours d'être différents et d'être appréciés par tous les gens qui sont autour de nous. On a même des retours positifs au niveau des parents. On travaille beaucoup avec des porteurs qui ont de l'autisme.
Et le contact c'est assez difficile pour eux. C'est plaisant en fait de voir qu'ils deviennent beaucoup plus à l'aise avec le temps. Déjà, ils prennent confiance en eux. Ce que j'adore, c'est quand les parents ils viennent me dire que la discipline a changé le comportement de leur enfant, même à la maison. Tant sur le milieu on va dire personnel, professionnel, c'est une personne qui a beaucoup plus d'assurance, confiance en elle, et pas cette peur en fin de compte d'affronter tout simplement le monde. J'ose plus un peu imposer mon idée, mon état d'esprit, quoi. Un de nos credos, pour montrer aux gens qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de corpulence. Venez comme vous êtes et on trouvera toujours une solution pour vous donner des clés pour vous sortir de situations compliquées. On remercie vraiment la Société Nawar, c'était au Festival des Arts Martiaux à Sainte-Suzanne, ce joli reportage. Guy Michel, on évoquait un petit peu en aparté ensemble là, on évoquait le fait qu'il y ait énormément de disciplines en fait, mais on retrouvait quand même un peu un sens commun. C'est un peu ça, une sorte de convergence qu'on pourrait trouver dans les arts martiaux, les sports de combat. Oui, je crois pertinemment, et on était en train d'échanger donc hors antenne, effectivement qu'il y a une convergence dans tout ce que l'on dit, c'est-à-dire que le cheminement chez les individus est identique ou à peu près identique, et la recherche de sa propre vérité au contact des autres et de la manière de se construire autour des arts martiaux tels qu'on les pratique. Et là, on revient à l'époque Edo, et je pense que le docteur Kassem ne me contredira pas. Il y avait des écoles, des petites écoles, et encore, il n'emploie pas le terme d'école, il parle de regroupement, de cagots. Il y avait des petites écoles qui étaient là entre elles, et un jour, on a rassemblé tout ça parce qu'il y avait une espèce de l'introduction du Do. Le Do, c'est une espèce de voie qui nous amène tous à nous assumer et à assumer effectivement ce que l'on est au travers d'une pratique. Mais cette pratique, elle est permanente, et surtout, le cheminement est long. Et rien n'arrive comme ça. Et je crois qu'il n'y a pas de miracle dans ce genre de pratique. C'est vrai que c'est un chemin de vie. Alors, effectivement, Emmanuel, on a vu aussi ce reportage. On remercie David Testan, et on devait avoir sa fille, c'est ça, en Maurringues. Deux petits mots, justement, sur le Maurringues à La Réunion, puisque c'est aussi un cheminement aussi qu'on a culturel. Ici, à La Réunion, sport de combat, art martial. Oui, d'ailleurs, l'initiative des salons des arts martiaux, c'est à Sainte-Suzanne, c'est avec David Testan, avec l'association Audace, donc dans laquelle il y a aussi Erika Testan qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui malheureusement est tombée malade. Donc, en fait, elle est autrice aussi sur d'ouvrages sur le Maurringue. Il faut savoir que David aussi a cherché sur le Maurringue de son côté, avec d'ailleurs Sudel Fuma, qui était chercheur aussi à ce niveau-là. Donc, David a suivi un peu les ouvrages et a côtoyé Sudel Fuma. Donc, ce qu'il en retient, puisque moi, j'ai fait les causeries avec David et avec sa fille. Et j'ai un peu creusé avec eux. Ce qu'il en revient, c'est qu'en fait, le Maurringue à La Réunion est tout simplement la résultante de diverses disciplines provenant de divers endroits d'Afrique et de Madagascar. Donc en fait, après, ils sont venus par ici avec, bien sûr, l'arrivée des esclaves, et ils se sont retrouvés ici et ils ont fait une pratique commune. Après, dans le Maurringue traditionnel, ils parlent aussi qu'il y a divers types de Maurringues sur les endroits de l'île. Chose que parfois on peut faire des coups plus interdits que d'autres, des coups de tête ou coups de talons hirondelles, comme diraient d'autres. Et tout ça avec eux, en fait, il y a une identité qui s'est créée depuis le début, avec l'arrivée des esclaves, et qui s'est consolidée au fil des siècles ici à La Réunion. Parce qu'en fait, on est aussi le produit de notre culture, le produit de notre lieu. Aujourd'hui, même si on est pratiquant, moi par exemple, d'arts martiaux japonais, n'empêche que je suis ici à La Réunion, et que ce lien qui fait que je pratique des arts martiaux japonais, j'arrive facilement à faire le lien aussi avec la pratique du Maurringue, et m'intéresser un peu plus à cela. Et d'ailleurs, je vais souvent voir David, poser à David des questions et creuser un peu plus la question avec lui, parce que il a les réponses qu'il faut. Cet aspect communautaire, il semble aussi intéressant. On va vous poser la question aussi, Germain, parce que vous avez un magazine. Donc effectivement, vous avez une communauté certainement derrière vous au niveau de l'aïkido. On sent une forme de soutien. Quel rapport aussi on peut avoir avec les maîtres? Est-ce qu'il y a des hiérarchies? Il y a une communauté bien particulière dans l'aïkido, par exemple? Il y a des communautés, oui. Des communautés, oui. C'est là où ça peut être délicat.
Donc, j'ai eu l'occasion d'être en interaction avec plusieurs maîtres. Donc, ce sont des personnes qui sont certainement, désolé pour eux, totalement inconnues pour la plupart des gens, mais dans le petit microcosme de l'aïkido, qui représente beaucoup. Et ce qui a été intéressant, c'est que plus haut était leur niveau et leur notoriété, plus agréables ils étaient. Alors, je ne sais pas si c'est le signe d'être arrivé au bout d'un chemin ou une sagesse. Une sagesse, voilà. Mais en tout cas, c'était quasiment systématique. Et à contrario, quand je devais, parce que c'est pas facile de faire vivre un magazine, quand je devais faire appel à des personnes moins avancées ou moins connues, des fois, ça a été un petit peu décevant, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Et ça a toujours été enrichissant, les échanges avec les différents contributeurs qui écrivent des articles dans ce magazine. Il y a une grande variété de visions, et je pense que c'est un peu ce que vous vouliez dire, Emmanuel, la confrontation. Les échanges avec David nourrissent votre pratique, et c'est très difficile en fait de se développer sans le rapport à l'autre, qui agit comme une sorte de miroir pour nous montrer nos angles morts. En tout cas, merci. Ouais, on voit cet aspect communautaire, mais Isabelle aussi, c'est pas facile de rentrer parfois dans un aspect communautaire. On peut avoir aussi des préjugés, des idées par rapport à ça, par rapport justement au Krav Maga qui pourrait paraître parfois violent. Comment on peut rentrer justement dans cette communauté ? Oui, je trouve en tout cas aujourd'hui, cette discipline a plutôt une presse qui est en décalage avec la réalité, même si effectivement, on le disait au départ, l'origine de la discipline était aussi dans un objectif de survie. Mais comme on le disait tout à l'heure, on est tous dans un processus. Après, tout dépend de l'objectif que chacun a sur le moment, mais l'idée étant de devenir meilleur, de devenir plus serein avec soi, d'être plus en accord avec soi aussi, et pour l'être avec les autres. Et j'ai envie de dire, il y a de la place pour tout le monde, et à chacun de trouver le terrain qui lui est le plus favorable. Il n'y a pas de concurrence à avoir. Moi, je trouve que lorsqu'on pratique, grâce au festival que met en place Emmanuel une fois par an, où on découvre d'autres disciplines, c'est extrêmement enrichissant parce que on apprend aussi d'autres façons de faire, et plutôt de considérer ça comme concurrentiel en disant mais non, ce qu'il fait n'est pas correct. Au contraire, je dis c'est aussi une autre approche qui est différente, et voilà, moi en tout cas je le conçois comme ça. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire il pourrait y avoir, on pense, un aspect un peu communautaire, un peu fermé. Au bout du compte, on l'évoquait avec Guy-Michel Quintin tout à l'heure, cet aspect qu'on retrouve finalement une certaine philosophie. On pourrait parler de ça, Emmanuel, une philosophie un peu des arts martiaux, des sports de combat. Oui, bien sûr, il y a une philosophie. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de faire. Donc, il y a une éthique qui a été mise en place parfois par la discipline. Donc, c'est aussi l'importance qu'on donne à la discipline, l'engagement qu'on donne. Donc, en fait, ça, automatiquement, plus on va passer de temps dans quelque chose, plus ça va nous guider et nous emmener vers un chemin qui pourrait être philosophique. Philosophique, pas dans le sens cérébral, mais philosophique dans le sens chemin de conduite. Donc oui, moi je trouve que les arts martiaux, c'est une forme de philosophie. Comme la musique peut en être un, comme la peinture peut en être une aussi. Donc en fait, tout cela, comme Isabelle a dit, on peut trouver sa pratique au travers de différentes disciplines. Il faut juste y aller, trouver le bon prof, trouver la bonne discipline, les horaires qui nous arrangent, et y aller, ne pas hésiter à essayer. Parce qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est tout simplement les gens qui vont essayer et qui osent pousser la porte, pas ceux qui restent tout simplement coincés chez eux ou avec un regard néfaste. Il faut y aller, rencontrer les gens. C'est aussi ça, les arts martiaux, c'est côtoyer les gens, c'est aussi les repas, les pots qu'on trouve à la fin, les pots communs, c'est tout ça, c'est une activité sociale. Il n'y a pas qu'au rugby où il y a la troisième mi-temps, en fait. Oui, c'est la vie, entre guillemets. Et effectivement, aussi, quand on a un magazine, aussi, il y a cet aspect philosophique un peu dans la ligne éditoriale. On l'amène, il y a une touche là-dessus. Oui, certainement. Et je pense que d'ailleurs, c'est peut-être l'essentiel, parce qu'à partir du moment où on écrit, on abstrait. Et dès qu'on abstrait, on peut partir très haut là-haut. Ce qui peut être une difficulté. Mais justement, l'intérêt de la pratique, c'est de se confronter à une forme de réalité, même si on la touche du doigt, surtout quand on fait des arts dits traditionnels,
où on ne va pas sortir véritablement une arme avec une véritable intention de taper sur la tête du camarade, même si c'est ce qu'il faudrait faire pour comprendre le sens du mouvement. Et ce rapport au réel, entre guillemets, me semble primordial, et c'est ça aussi qui donne lieu après à une vision, entre guillemets, spirituelle ou philosophique des choses. Ça part de la terre pour monter au ciel. C'est pas, à mon sens, les concepts martiaux ne sont pas créés dans l'esprit de quelques-uns pour après descendre vers la masse. Non, c'est l'inverse. S'élever. Et ça rend la chose accessible à n'importe qui. Enfin, il suffit de se confronter, de travailler, et là, on va apprendre des choses sur soi, sur le fonctionnement de notre corps, de la relation à l'autre. Justement, on va clore cette petite séquence numéro 2 qui était fort intéressante, mais malgré tout, il y a la notion temporelle. On vous remercie beaucoup, Isabelle James. On rappelle, vous êtes un instructeur en Krav Maga. Effectivement, bonne continuation, parce que c'est une jolie activité, effectivement, pour aussi beaucoup de femmes. Et puis, merci aussi, Germain Chameau. Puis, longue vie à votre magazine, Dragon Mag. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller regarder Dragon Mag. Merci beaucoup. On va passer à la troisième séquence. Et justement, vous avez bien tendu la perche. On va être sur la version un petit peu plus éducative des arts martiaux et du sport de combat. C'est parti, à tout de suite. Eh bien, on part sur cette troisième séquence. Oui, vous le voyez, on est encore en plein dedans. Et sur cette troisième séquence, on va justement démarrer par un petit street science. On est parti interroger notamment pas mal de choses sur ce qu'est la valeur un peu éducative des sports de combat qu'on vient d'évoquer. C'est parti. Les arts martiaux et les sports de combat ont de nombreux bienfaits pour les personnes qui les pratiquent. Mais qu'en est-il à l'échelle de la société? Ces sports peuvent-ils l'impacter de manière positive ou négative? Nous allons demander aux Réunionnais ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous pensez que les arts martiaux pourraient avoir un impact plus global à l'échelle de la société? Oui, mais après l'imposer, chacun aime son sport. Il y a le judo, il y a quand même des sports un peu similaires. Et l'imposer à tout le monde, je pense pas, non. Il pourrait, de parce qu'il prône l'art martial, donc le zen. Oui, tout à fait. Ouais, clairement, parce qu'il faut se tenir à une rigueur, il faut être. C'est un peu comme l'armée, si vous voulez, quoi. Il y a des choses à faire, des choses à respecter aussi son adversaire, etc. Donc, ouais, en effet, je pense que ça peut être que bénéfique à la société, c'est sûr. Oui, peut-être à grande échelle, oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez d'autres sports qui peuvent affecter aussi. Vous avez le rugby, qui n'est pas un sport tendance non plus. Oh, bien, oui, d'accord. Parce que quand on fait ce sport, on ne le fait pas pour agresser les gens. On fait ça pour être bien dans son corps et au cas où se défendre, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est un bon outil éducatif? Oui, s'il est utilisé à bon escient. Oui, tout à fait. Voilà, il demande de la discipline. Donc le côté discipline, il pense intéressant déjà. Il y a une éducation dans la maîtrise de soi et évacuer aussi. Ce sport a toujours aidé à canaliser chez les enfants. Ouais, parce que ça apprend la rigueur, ça apprend le respect, ça apprend pas mal de choses du coup qui sont peut-être un peu oubliées aujourd'hui. Donc ouais. Oui, ça apporte aussi pas mal de choses, l'honnêteté, le respect de l'autre, la discipline, c'est tout un art de vie, quoi. Oui, je pense, pour la maîtrise de soi, parce qu'on retient ses coups, on n'est pas là que pour faire mal. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre un sport de combat et un art martial? Pas vraiment, mais ça se comprend. Les deux, n'est pas dans le même affaire parce que les plus dans. Enfin, après peut-être Iskab Aikido, il bataille aussi, hein. Il y en a des affrontements, donc il ne me connaît pas. Pas du tout. Alors là, non, je sais pas. Pas vraiment, à vrai dire. Vous n'êtes pas le seul. Ouais. Non, aucune idée. Les arts martiaux et les sports de combat sont assez populaires ici au marché du Chaudron, mais ils gardent une part de mystère. Je vous propose de retrouver tout de suite Eric pour poursuivre sur le sujet. Eh bien, merci Charlotte. Oui, on va parler du sujet justement, la version éducative. On a eu quand même des retours assez sympas des Street Science, on va réagir. Mais avant ça, je vais vous présenter nos invités. On en a des nouveaux sur le plateau. Donc, on a toujours conservé notre grand spécialiste d'aïkido, Emmanuel Ledoyen. On a toujours conservé notre grand spécialiste du judo, Guy-Michel Quintin. Et puis, on accueille sur ce plateau Pascal James. Donc, vous êtes instructeur, vous, de Krav Maga.
et notamment, je crois, pour la Fédération européenne de Krav Maga. Jimmy Mahé, bonjour aussi. Bonjour. Finalement, vous intervenez à l'Université de La Réunion et notamment en MMA. Donc, exactement. MMA, ça veut dire pour mix martial art ou arts martiaux mix pour la version française. Ok. Et puis en visio, nous avons Magdalena Inc. Vous êtes bonjour. Vous nous entendez? Bonjour. Oui. Vous êtes psychomotricienne, c'est ça, mais notamment envers des publics qui ont des difficultés, c'est bien ça? Voilà, bonjour à tous, je suis psychomotricienne auprès de personnes souffrant de troubles psychiques, mais aussi avec des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. D'accord, merci d'être à nos côtés. On va démarrer tout de suite, effectivement, sur ce versant éducatif. Moi, je voulais avoir des petits retours par rapport au reportage. Donc, on a eu votre épouse, Pascal Dieps. On a vu que finalement, il y avait une version un peu philosophique, on en a parlé, le Krav Maga. Et il y a une version aussi éducative. Vous enseignez aussi à l'université, et puis vous pratiquez le Krav Maga. Totalement, bonjour à tous. Donc effectivement, cette version philosophique, juste pour reprendre ce que disait Isabelle, je suis hyper content parce que le dernier échange que j'ai eu avec Richard Douyeb, qui est le fondateur de la Fédération européenne de Krav Maga, il parlait de spiritualité. Et jusqu'à présent, il n'en parlait pas. Mais je pense que c'est son jeune âge qui fait qu'aujourd'hui, il parle de spiritualité. Et donc, oui, c'est une philosophie de vie, mais aussi éducatif. Éducatif parce que, comme tout sport, le Krav Maga est éducatif. Tout dépend de la personne qui va l'enseigner. Donc, l'objectif, ok, on a ce sport-là, mais c'est remettre du cadre, donner un sens à la vie. Parce qu'il y a des gens qui viennent, comme tout à l'heure, tous les invités l'ont dit à plusieurs reprises, c'est trouver sa voie, trouver son chemin. Et le Krav Maga, en tout cas, moi j'en fais l'apologie parce que c'est ma discipline, mais c'est valable pour les autres sports aussi, apporte cette éducation-là. Magdalena, merci Pascal. Magdalena, vous êtes aussi pratiquante, c'est bien ça? Oui, c'est ça, depuis maintenant 8 ans. Et j'ai eu l'occasion, en fait, d'utiliser la médiation du Krav Maga auprès surtout d'enfants. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de donner des cours enfants. J'ai utilisé le Krav Maga dans ma pratique psychomotrice, notamment auprès d'enfants avec des troubles déficit de l'attention avec hyperactivité, mais aussi enfants autistes et des enfants inhibés. Et j'ai pu voir quand même les bienfaits au niveau psychocorporel. Ça a accompagné le développement corporel, émotionnel, relationnel aussi. Ça a été aussi ça a été vraiment positif pour eux au niveau de la gestion des émotions, au niveau c'était une décharge émotionnelle et motrice également. Vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Effectivement, on vous entend un petit peu moins bien, mais on va rebondir de toute façon sur le plateau. Merci beaucoup. On a parlé de Krav Maga avec Pascal, avec vous. On peut avoir accès d'un point de vue éducatif à divers publics, même au niveau de l'inclusion, entre guillemets. Ce qui est intéressant, là, on parle d'éducation aussi à l'université. Vous enseignez effectivement le MMA, qui a été souvent considéré comme un sport assez violent. On peut enseigner, ce qui est compréhensible. Voilà, on peut enseigner quel regard on peut avoir justement quelle intervention on peut avoir pour développer un versant éducatif de la MMA au sein de publics dans des établissements scolaires ou universitaires. Continuer à former, en fait, le souci du MMA qui était souvent connu pour un sport violent, en fait, il a été fait à l'envers. En fait, ça a été un show avant de devenir un sport. Ce qui fait que forcément, on retient l'image du spectacle et pas forcément l'image éducative.
On a eu la chance depuis 2020 et même avant d'avoir des acteurs qui venaient notamment du judo, hein, M. Amoussou par exemple, qui ont permis de codifier ces pratiques et de proposer aux acteurs qui étaient intéressés de se former. Et justement, former à pouvoir enseigner cette pratique de manière codifiée. Et justement, on le voit grâce à l'université. Depuis 2014, on a le tronçon MMA qui a évolué, qui plaît. On est complet. Et donc, ça prouve que la codification et la formation, c'est ce qu'il faut faire pour avancer comme ça. Une petite question, justement, pour rebondir un peu sur le versant éducatif, Guy-Michel Quintin. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans un dojo qu'on n'apprend pas à l'école? On va commencer par le respect de l'autre, et entre autres, le respect de l'autre, et puis on insiste énormément sur cette espèce de hiérarchie qui existe, mais qui n'est pas une hiérarchie imposée, qui est une hiérarchie qui se crée et qui s'impose d'elle-même. Et apprendre à respecter l'autre, c'est prendre conscience que qui qu'on soit, on peut subir et on peut perdre face à n'importe qui. Donc à partir du moment où on rentre dans cette notion d'humilité, on rentre dans cette notion de respect. Et la notion de respect, elle est fondamentale entre nous, parce que si l'un d'entre nous avait la prétention d'avoir une idée de comparaison, eh bien, il se trompe totalement. Il se trompe totalement, il n'est pas sur la bonne voie. Il n'y a pas de comparaison entre ces sports. Il y a des pratiques qui sont différentes, et ces pratiques cheminent effectivement vers un but. C'est le but de se sentir mieux, d'être à l'aise, d'aspirer à une certaine assurance. Et en tout état de cause, voilà. Le but du jeu, il est là. Et puis quand on prend des enfants, ben, on essaye de les rendre heureux. À partir du moment où ils sont heureux dans la pratique, eh bien, ils continuent. S'ils ne sont pas heureux, ben, on ne les garde pas et on leur indique un chemin différent en leur disant, pour toi, ça irait mieux de faire ci ou de faire ça. Voilà. C'est vrai que cet aspect de comparaison, en fait, quand on est sur un dojo, j'imagine, dans n'importe quel support, enfin, espace de sport de combat, on laisse un peu le portable aussi de côté, ce qui fait que peut-être qu'on est un peu moins dans la comparaison. Vous avez reçu énormément de personnes dans les causeries. Vous avez senti qu'il y avait cette volonté aussi d'éducation dans les sports de combat ou dans les arts martiaux? En tout cas, chez les personnes qui s'investissaient le plus, il y avait toujours cette question de pédagogie dans les arts martiaux. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est quelque chose qui va de soi. Parce qu'en fait, on ne peut pas montrer quelque chose et rester soi-même, ou sinon, pour sa petite Santino, ça veut dire que c'est une discipline, aussi belle soit-elle, qu'elle va mourir, en fait. À partir du moment où elle n'est plus transmise, où il n'y a plus personne pour y assister, ça veut dire qu'elle va mourir. Après, il y a des faits de société. Comme le disait en première partie le Dr Kassem Zougari, il a marqué plusieurs temps dans l'histoire des arts martiaux japonais. Aujourd'hui, dans l'époque moderne, on voit bien que il y a des pratiques comme le judo, par exemple, qui est encore le premier sport de combat en France où il y a le plus de licenciés, plus de pratiquants. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, il y a un système pédagogique qui a été créé à la base autour de cette discipline-là. Mais après, on voit qu'il y a d'autres disciplines, veut dire plus traditionnelles, même si traditionnel ne convient pas à d'autres époques plus intérieures. Mais on va dire tout ce qui est karaté, l'aïkido, on voit une diminution des adhérents. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a une diminution des pratiquants d'arts martiaux. Par exemple, ces personnes, on peut voir qu'une nouvelle génération s'intéresse par exemple plus au Krav Maga, puisqu'en fait, peut-être c'est quelque chose qui correspond plus à notre ère du temps, ou sinon au MMA. On voit par exemple à la fac, moi, à mon époque, quand j'étais à l'université, il y avait justement il y avait par exemple l'aïkido qui était proposé à l'université. Aujourd'hui, ça ne correspond plus aux critères des jeunes. Mais par contre, le MMA marche très bien. Jimmy fait des sales comptes. Parce qu'il y a aussi une notion d'éducateur. Il y a aussi la personne qui va aussi transmettre. Est-ce qu'elle transmet bien? Est-ce qu'elle transmet avec passion? Est-ce qu'elle transmet avec le respect? Ça fait la différence. Parce que même si on est un sport qui est contemporain à son époque, mais si on est un mauvais éducateur, on ne risque pas d'aller très loin. Ça tombe bien, oui. On va juste voir un petit reportage justement de notre ami Jimmy Mahé qui pratique le MMA. On aura quelques questions. On reviendra aussi avec vous à Magdalena par rapport à l'aspect phénoménologique et du corps et du prétexte des sports de combat. Mais je vous invite à aller voir le petit reportage des arts martiaux à l'Université de La Réunion au SUAPS. C'est parti. Depuis que je commence ce sport,
Physiquement, ça me fait du bien. Je vois déjà quelques résultats physiques, le corps devient plus tonique. J'ai l'impression que si je fais pas de sport, je me sens très mou et c'est pas forcément que j'aime avoir tous les jours. Le sport est un vecteur de communion, c'est un lieu où on peut échanger. Donc ça évite de se sentir seul et dans sa pratique étudiante, être accompagné. Et en plus pour la santé, c'est top. Pour ce sport, j'ai eu plus de facilité à aller vers les gens, à plus accepter les autres. Déjà, on a un espace qui est excellent, avec un contexte excellent, de très bon équipement, mais surtout, on a des tarifs qui sont pas du tout chers. Et on a une ribambelle d'encadrants motivés à aider notre jeunesse à avancer, notre jeunesse étudiante. Donc l'université est vraiment là pour nous, vraiment. Hein. On ne peut pas se plaindre, on n'a pas à se plaindre, au contraire, on ne peut que remercier. Et le meilleur remerciement, c'est qu'on est encore plus d'étudiants, donc on compte sur vous, on compte sur les étudiants pour venir nous rejoindre à travers le SUAPS. Merci beaucoup pour ce petit reportage. Merci Jimmy. En fait, la petite question, c'était effectivement comment vous voyez, vous, l'émergence en fait, éducative un peu de cette pratique de MMA dans le paysage des arts martiaux. Pour moi, à mon niveau, ça va vraiment vers le positif, puisque j'ai aussi d'autres casquettes qui est en dehors de l'université qui me permettent de jauger. Donc, je suis aussi encadrant, référent sur différentes fédérations. Et on voit que l'événement va vers, au niveau, en tout cas sur l'aspect compétitif, on a de plus en plus de personnes qui se présentent. Et ça c'est vraiment important, parce que c'est cet aspect-là, en tout cas pour le MMA, on avait besoin d'avoir ces locomotives qui vont continuer à populariser notre sport. Et j'ai bien dit notre sport et non pas le show, c'est important, pour continuer à avoir de plus en plus de pratiquants et que ça continue à fonctionner. Justement, on va parler, là on est dans des sports de combat différents. La petite question à Pascal. James, c'est est-ce qu'on peut apprendre à frapper tout en restant pacifiste ? Oui, on peut apprendre à frapper tout en restant pacifiste, parce qu'on parle de quoi? On parle de self-défense. Donc self-défense, ça voudrait dire qu'en face, il faut qu'il y ait une attaque injustifiée pour répondre à cette attaque, pour apporter un acte de défense. Donc oui, on peut rester pacifiste et donner un coup. Et quand on sait que le coup fait mal, quelquefois on évite de frapper et on évite la confrontation également. Donc effectivement, on peut rester pacifiste et donner un coup. Merci beaucoup. Et Magdalena, vous encadrez en fait avec justement des personnes en difficulté. C'est plus aussi, il n'y a pas une version forcément, on va dire, compétitive, ni forcément tout le temps de self-défense. C'est quoi les moyens dont vous parvenez à enseigner justement cette activité? Comment vous le faites? Alors déjà, je vais parler de la théorie, je vais présenter quand même la pratique, parce que je me suis aperçue que, alors là, pas dans la psychomotricité, mais que beaucoup de pratiquants s'inscrivaient à un sport sans connaître vraiment les valeurs ni l'historique, et je trouve ça assez important. Et ensuite, on va travailler déjà les appuis, donc les coordinations, les dissociations. Et puis, on va adapter en fonction de chaque public. Évidemment, un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, la pratique sera différente qu'avec quelqu'un qui est aveugle ou qui est sourd aussi. Et pareil, j'ai réalisé une étude auprès de femmes victimes de violences et l'approche est complètement différente, comme a pu vous le présenter Isabelle tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai qu'on évoque pas mal de petites thématiques, mais moi j'ai une question aussi à vous, Guy-Michel Quintin, et même peut-être à l'Assemblée si vous voulez réagir. Comment on peut lutter contre les dérives qui sont liées effectivement dans nos sociétés à l'ego, à la compétition malsaine, un usage hors du cadre, parce qu'on on a parlé de la MMA à un moment donné, c'était dans des cages. Est-ce que dans les clubs, dans les associations?
Oui, mais alors il faut bien s'apercevoir on parle beaucoup de judo parce que ça a été une base et que ça a été construit, tu l'as cité. Bon, moi j'ai 2 fils qui sont pratiquants, qui sont enseignants et tout. Bon, les 2 font du MMA. Vous voyez comme quoi l'évolution. Donc ça veut dire qu'on dépend de la société dans laquelle on est. Nous, on est là pour vraiment apporter un cadre. À partir du moment où ce cadre est respecté, et à partir du moment où un judoka, un aikidoka, un MMA ou un pratiquant de Krav Maga a compris que ce n'est pas un outil pour aller affronter ou se confronter, il a déjà franchi une grande étape. Il est là pour se construire lui-même avant d'aller se tester. Alors bien sûr, la limite, elle est où? La limite, elle est dans ces gens qui rentrent, qui poussent la porte, qui font 3 cours et qui sortent dans la rue pour essayer pour tester. Bon, ces gens-là n'existent pas. Ils se volatilisent aussi rapidement qu'ils ont pu confronter. En plus, ils tâchent les sports que l'on pratique. Non, c'est une construction de soi et on n'a certainement pas besoin, dans la posture et dans la stature, de se confronter pour imposer le respect. Le respect s'impose de lui-même parce qu'on est et parce qu'on a beaucoup travaillé. Et je ne crois pas qu'on ait besoin de se confronter. Donc c'est toute une philosophie. Et les gens qui n'y sont pas accessibles, eh bien, écoutez, ils vont faire... ils se noient d'eux-mêmes. Voilà. Vous pouvez réagir, hein, Pascal James et Jimmy. Moi, je dirais juste que... on est juste humain et en fonction de la discipline, aujourd'hui c'est le MMA qui attire les jeunes, qui attire une catégorie de jeunes, parce que tout le monde veut ressembler à un Siringan ou un Ngannou. Mais quand ils ont fait une première compétition, ils se rendent compte que c'est très très dur psychologiquement, parce que quand on va prendre des coups dans la cage, on est tout seul, il y a l'arbitre là pour faire stopper l'affaire, mais on n'y arrivera pas tous. Donc du coup, on en vient à parler de l'ego. Donc l'ego prend un coup et du coup, on change un petit peu notre fusil d'épaule. Et nous, enseignants de ces disciplines-là, c'est à nous de transmettre, de continuer à transmettre ces valeurs d'honnêteté, de l'honnêteté de se dire bonjour, l'honnêteté d'avoir quelqu'un en face de nous qui... parce que si on n'a personne en face de nous, on peut pas échanger. Nous, profs d'aïkido, de Krav Maga, on est prof parce qu'il y a des élèves en face de nous. S'il n'y a pas ces élèves-là, on n'est pas prof. Donc à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et se dire on est juste des humains, on a eu cette chance. Tout à l'heure, on parlait de philosophie, spiritualité. On est peut-être des humains avec une âme et on est venu transmettre quelque chose pour que ça se pérennise dans le temps, tout simplement. Merci beaucoup. Et Jimmy, peut-être aussi Moi, j'aimerais revenir sur le principe de dérive que tu avais évoqué à l'instant. Et comment se faire attention lorsqu'on est pratiquant à ces dérives. Donc la première des choses déjà, c'est d'être sûr que dans la discipline avec laquelle on va pratiquer, l'encadrant soit déjà diplômé. Donc je répète, je radote, mais c'est important, c'est un cadre. La plus grosse erreur, c'est de regarder le palmarès de l'encadrant plutôt que de voir les valeurs éducatives. Ça aussi, c'est important. Et surtout, autre que les valeurs principales des arts martiaux, il ne faut pas oublier que nous sommes en France et les valeurs républicaines, on doit les conserver. Une des choses que j'impose à mes élèves, c'est 2 sujets à ne pas développer, c'est la religion et la politique, parce que justement, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour s'épanouir, pratiquer d'égal à égal et de partager. Donc, c'est ce qui permet justement de faire attention où on met les pieds. Et je pense que j'ai des personnes autour de moi qui sont convaincues par ça, parce que c'est ce qu'on dit un peu tous maintenant. Et voilà. Donc, parce le problème de notre sport, c'est que la dérive peut provoquer chez l'athlète une déception qui peut ensuite se transformer en un traumatisme. C'est ce que l'exemple de M. Quintin est très bien, c'est-à-dire il vient tester pour ensuite être le plus fort dehors. Donc, on peut avoir ça. Faire des fausses promesses à un élève, une élève, ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, parce que la déception, moi j'en ai vu beaucoup qui pensaient être comme Cyril Gann, l'exemple. On leur a dit que c'était possible et qui sont prêts à abandonner toute une vie sans réfléchir, suivre. Et après, le problème, c'est qu'ils se retrouvent, si ça ne fonctionne pas, c'est eux qui sont tout seuls face à leurs problèmes et pas le sport. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, mais je voulais aussi avoir les mots de la fin avec Magdalena, puis ensuite
avec Emmanuel et Magdalena. Effectivement, on peut sentir peut-être avec certains profils aussi une certaine violence ou agressivité. Est-ce que ça permet aussi entre guillemets, de contenir, si c'est le mot adapté, je pense pas, mais en tout cas, de canaliser? Alors, je ne vous cache pas qu'en service de psychiatrie, je n'utiliserai pas le Krav Maga avec certains profils. Mais oui, évidemment, ça permet de canaliser, ça permet aussi d'avoir des stratégies anticipatoires, des stratégies au niveau de la flexibilité cognitive. Ça travaille beaucoup de choses. Le Krav Maga, c'est une médiation qui est extraordinaire. Et la diminution de l'agressivité auprès des enfants, notamment en TDAH, est très visible. Et d'ailleurs, il y a plusieurs études américaines notamment qui ont parlé des bienfaits des arts martiaux si la pratique est évidemment bien encadrée. D'accord. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup, Magdalena. C'est vrai que le temps était assez court pour évoquer tout. En tout cas, on rappelle que vous êtes psychomotricienne, vous pratiquez aussi le Krav Maga. Vraiment, merci beaucoup pour vos apports. Merci beaucoup à vous. Et le petit mot aussi, on va clore, etc. Mais par rapport à ce versant de l'éducation, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est quand même, faites des sports de combat, c'est quand même... il y a un beau rôle éducatif derrière. Il y a un beau rôle éducatif, mais on ne pratique pas la même chose à tous les âges. Et je sais de quoi je parle. Effectivement, j'ai fait pas mal de compétitions plus jeunes, beaucoup de sports de combat. Aujourd'hui, je fais de l'aïkido. Donc, je pense qu'il y a peut-être une histoire de biologie aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on parlait avec le Dr Kassem Goughari, c'est vers 60 ans que les grands combattants arrivaient vers une autre voie plus paisible. Et ce qu'on recherche à 15 ans, on ne recherche pas la même chose à 30 ans, ni à 40, ni à 50, ni à 60. Donc, au-delà de ça, on ne va pas pratiquer la même chose, on ne va pas se diriger vers les mêmes choses, et on n'a pas la même façon corporelle, façon de bouger. Autre chose, c'est tout simplement, en fait, c'est que ces disciplines-là, il faut aussi les faire évoluer. C'est simplement, on ne pratique pas de la même façon aujourd'hui, comme à une époque, dans les années 40, aux années 30, au Japon, ou en Chine, ou il y a 2000 ans de ça en Chine, ou quelque chose comme ça. On ne pratique pas la même chose. Donc, il y a des disciplines, parfois, elles se perdent aussi, ou elles disparaissent, parce que tout simplement, il n'y a pas une évolution. On peut évoluer sans se perdre, mais on peut aussi se perdre en évoluant. Je ne sais pas si c'est de l'évolution, mais voilà. Donc, il faut y aller, vouloir transmettre, rencontrer les gens, et n'hésitez pas à aller dans les salles de sport, de combat, aux arts martiaux. Sans doute, vous trouverez quelque chose qui vous correspondra. Merci. En tout cas, c'est vraiment un peu les phrases finales. Grand merci, Guy-Michel Quintin, pour votre grande sagesse et nous apporter votre expérience du judo. Merci beaucoup, Pascal James. Merci. Vraiment, c'est vraiment très intéressant d'avoir ces débats. On aurait plus de temps. Je sais qu'on resterait plein d'heures. Merci, Jimmy Mahé. Merci beaucoup. Merci, Magdalena. Vraiment, merci beaucoup à distance. Merci énormément. Je sais que vous avez même amené des katanas, enfin, c'est pas tout à fait des katanas, hein, c'est ça derrière? C'est des yaito, c'est des armes d'entraînement. Voilà. Merci à l'université, au SUAPS de La Réunion d'avoir aussi apporté des éléments. Un grand merci à Nawar Productions pour ces jolis reportages et puis votre aide fidèle dans cette émission. Merci beaucoup à la Daman, aux agents techniques de la Daman qui sont autour de nous, qui font un travail formidable. Merci aussi à l'Université numérique de La Réunion qui fait un travail extraordinaire. Hein. Je vous rappelle, n'hésitez pas. Avec Emmanuel Ledoyen, notamment sur les causeries des sports de combat. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On va dire que les arts martiaux, c'est pas comme un sport, mais c'est plus comme une philosophie. Hein, on l'a vu, comme une philosophie vivante. Donc portez-vous bien, faites des sports de combat, ça va vous aider dans votre vie. À bientôt.